Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à God's Teeth. Cette fois, je vais vous parler du deuxième chapitre. Donc, rappelons-nous très rapidement, c'est une campagne pour Delta Green où on va suivre l'odyssée tragique d'enfants qui vont être agressés par des Skopsi, un culte de Shumnegurat. Les joueurs, pour des raisons XY, sont envoyés pour s'occuper de sauver les enfants. Ils doivent tuer tous les cultistes. Il se passe des choses très étranges, notamment ils sont griffés par des animaux, ils arrivent à la fin de leur mission et s'aperçoivent que la personne qui a commandité cette opération n'est pas sanctionnée par Delta Green, mais une personne complètement indépendante. Ça, c'était le scénario, c'est le pitch de base. Je vous réfère à ma première vidéo si ça vous intéresse, qui s'appelle Go Forth. Maintenant, on va parler de la deuxième partie. La deuxième partie a cette particularité, c'est qu'elle ne se passe pas sur une journée, elle ne se passe pas sur une semaine, elle ne se passe pas sur un an, elle se passe sur 15 ans. En effet, si vous vous rappelez, la première partie prenait place durant une nuit fatidique en 2001. Juste donc en février, ça veut dire que 6 mois plus tard, enfin à peu près 7-8 mois plus tard, vous avez le 11 septembre 2001 qui va complètement changer la donne pour évidemment toute l'histoire contemporaine américaine, pour une sorte de sur le paradigme du gouvernement américain avec l'ascension vraiment de Rumsfeld, de Cheney qui vont prendre le contrôle en fait en tant que faucon pour faire la guerre en Irak. Ça va être l'adoption du Patriot Act et l'émergence, le passage d'une société où justement le gouvernement n'était pas cru et méprisé suite évidemment aux années 90, aux années 70 avec le Watergate, à une sorte de société où petit à petit le contrôle effectif de la société par notamment les grandes écoutes, donc les grandes oreilles, la NSA, qui vont aboutir au fur et à mesure à la révélation notamment par Chelsea Manning et Edward Snowden en fait d'une espèce de grande écoute. Évidemment, tout ça, Death Wheeler et tous ses petits amis l'ont mis en parallèle dans cette seconde édition de Delta Green avec la destruction pure et simple, la guerre en fait qui explique qui existait et dont vos joueurs en fait concrètement ne font pas partie au début. C'est que, rappelez-vous, on est dans les années 90 sur une structure du vieux Delta Green. Ce sont des cellules d'investigation qui fonctionnent comme des conspirations. Donc la cellule A, c'est les chefs, la cellule B, cellule C. Rappelez-vous, la cellule C a notamment l'agent Clover, qui est la dame qui vous donne la mission dans la première partie. Et vous, concrètement, l'agent qui restait au début de l'histoire, l'agent D, l'agent fait partie de la cellule D. À partir de là, il y a un changement. Delta Green se bat contre son pendant entre parenthèses officiel maléfique qui va être Majesty 12. Majesty 12 et Delta Green finissent par fusionner. Il y a un schisme qui s'opère entre ceux qui acceptent cette nouvelle forme qui s'appelle le programme, qui est semi-officiel dans le ministère dans le ministère de la Défense, qui utilise évidemment tous les systèmes de captage de la NSA pour détection naturelle. Et de l'autre, ceux qui refusent, les gens un peu old school, les hors-la-loi, les outlaws, qui eux restent sur un modèle assez ancien de Delta Green. Donc évidemment, en termes de jeu, c'est parce que ça vous permet de soit jouer la vieille version de Delta Green, soit jouer la nouvelle. Mais en tout cas, pour vos joueurs dans God's Teeth, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que la partie dont je vous parle s'appelle The Long Years. Et The Long Years, comme son nom l'indique, se base sur une année de plus de 15 ans. Donc on rappelle, on s'arrête en 2001, on reprend en 2016, pour aller vite, ou en 2015, je ne sais plus exactement. Et vos joueurs ont une vie. Leur vie a évolué. Et la seule indication, la seule chose obligatoire qu'on vous demande, c'est que vos joueurs soient devenus des agents du programme. Donc ceux qui n'étaient pas agents deviennent agents Delta Green. Et c'est la nouvelle mouture. Pareil pour la personne qui était déjà un agent de la cellule, donc de la conspiration Delta Green des années 90, devient impérativement un agent du programme. Évidemment, il y a un autre truc qu'on vous dit, c'est que les joueurs ne sont jamais, au grand jamais, censés se rencontrer. Ça n'a pas de, enfin, déjà, ça n'a pas de sens parce que si vous le faites, ça veut dire que vous augmentez un peu l'épreuve contre vous, potentiellement une conspiration, potentiellement le nouveau Delta Green qui se pose des questions en disant comment ça se fait que tu connaisses d'autres personnes qui sont dans Delta Green. Évidemment, suite à la nuit à Cornucopia House qui s'est passé, ça peut faire monter des souvenirs, ça peut être très très malaisant. Donc les gens préfèrent, dans tous les cas, les joueurs restent loin, enfin les personnages joueurs restent loin les uns des autres. À partir de là, le jeu vous pose différentes questions qui sont essentiellement. En fait, il y a deux parties pour ce scénario, qui n'est pas vraiment un scénario, qui est entre les gros scénarios. Sur ces 15 ans, c'est qu'est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez évolué en tant que personne.
La partie de l'évolution du personnage est quelque chose que j'ai pas fait. Alors je m'excuse, hein, j'ai juste envoyé un peu des questions généralistes qui sont proposées dans le bouquin sur bah, où est-ce que tu étais durant le 11 septembre, comment ta vie a évolué, comment ta carrière professionnelle a évolué, quel travail tu fais au sein de Delta Green. Parce que Delta Green, c'est pas uniquement des agents de terrain qui se font bouffer par des poulpes, c'est aussi beaucoup de gens en fait qui vont enquêter sur bah, des pistes en amont qui donnent souvent pas grand-chose, hein. Ça, faut pas l'oublier, c'est que dans Delta Green, les missions que vous faites, c'est peut-être 5% en fait, de toute la masse d'informations ou d'enquêtes qui sont faites par Delta Green. Et généralement, ça aboutit sur rien. Et ça, je l'ai pas fait, je l'ai pas trop fait parce que, comment dire, déjà, c'est pas trop mon truc, je vais pas mentir. Enfin, moi, j'aime bien quand je suis en campagne physique, je le fais sans aucun problème. Mais en campagne, c'est un peu plus compliqué en campagne distancielle. J'ai pas trop la force en fait de vraiment m'investir dans le background des personnages, de leur faire quelque chose. C'est quelque chose que je faisais énormément avant. Mais je préfère me garder plutôt pour des. Je pars du principe que si les joueurs veulent s'investir, il n'y a pas de souci, je suis là pour leur filer un coup de main. Si ça les intéresse pas trop, c'est plutôt le jeu qui les intéresse, bon bah on roule comme ça. Je le fais beaucoup par contre, bah, évidemment pour des jeux plus comme Vampire, où bah, là c'est l'essence même du jeu, mais voilà. Après chacun fait à sa sauce. Il y a beaucoup d'outils qui vous sont donnés dans ce chapitre, donc de Long Years, pour essayer enfin, de rendre votre personnage plus consistant, de créer en fait ces scènes de ménage, en fait, les scènes, enfin, les scènes à la maison, comme ils appellent ça dans Delta Green, pour voir ce qui se passe. Évidemment, la chose qu'ils vous disent, c'est ne faites pas quelque chose d'un point de vue purement. Jouez pas, dites pas juste ah bah bonjour, j'ai divorcé, bon bah je perds un des 4 points d'attache et youpi youpi. Non, il faut vraiment être assez intelligent dans le traitement parce que justement, les événements de Cornucopia House, dans leur structure, vont changer votre personnage. Puisque le jeu, on rappelle, hein, est basé entièrement sur le fatalisme et l'acceptation enfin, et l'illusion du libre arbitre. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc ça, c'est la première partie de Long Years. Donc c'est essentiellement du travail de fond sur vos personnages pour savoir un peu comment ils ont changé concrètement. Sachant qu'évidemment, ça se passe 15 ans plus tard. Vos joueurs ne le savent pas forcément au début de la campagne, donc ils ont peut-être fait des mecs qui ont 30, 35 ans, et donc ils se retrouvent après à 50, 55 ans avec les gosses qui sont grands, le divorce, le machin, le truc. Ça, c'est rigolo. Et ensuite, il y a vraiment. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de temps qui se passe. Donc, on vous donne un peu, bon, comme d'habitude, des points d'expérience, des compétences à monter, mais surtout, on vous donne des vignettes spéciales. Les vignettes spéciales sont définies par rapport à ce que veulent faire les joueurs, leurs compétences et éventuellement ce qu'ils ont fait. Je vais vous les expliquer, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On vous dit que par exemple, le personnage qui a perdu le plus de santé mentale peut avoir une vignette spéciale, donc en gros une action spéciale sur le long terme à faire, rappelez-vous, 15 ans c'est quand même long, sur le cacher ses traces. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu Cornucopia House, et peut-être que le joueur qui a pas le plus de santé mentale étant complètement paranoïaque, va commencer à regarder pour voir si qu'est-ce qui est dit à la télé, où en est l'enquête, et éventuellement comment falsifier l'enquête. Donc faire en sorte que par exemple, je sais pas moi, les billets d'avion qu'ils ont utilisés pour se rendre dans le Maryland soient jamais retrouvés, ou changer des trucs, utiliser sa puissance gouvernementale, puisque comme d'habitude on est censé jouer toujours des joueurs qui sont au sein du gouvernement, pour falsifier des preuves. Moi j'ai un joueur qui a fait ça, il s'est fait coincer, donc déjà ça fait une piste qui peut lui exploser la figure, et c'est important parce qu'en fait ça vous permet de préparer le troisième scénario. Le troisième scénario, j'en parle pas tout de suite, mais se situera 15 ans plus tard et sera lié à l'enquête préliminaire qui a été faite il y a 15 ans à Cornucopia House. Donc ça peut être, vous voyez, et chacun de ces vignettes a un facteur spécial, c'est celui qui a le plus haut niveau d'occultisme, celui qui a le plus haut niveau de bureaucratie, j'en passe des meilleurs. Moi personnellement, j'ai eu un peu de mal à faire ça parce que les joueurs avaient des stats assez similaires, donc j'ai juste fait en sorte que j'ai pris la liste des vignettes, je l'ai proposé en fait, j'ai essayé de la découper pour la proposer de manière logique à chacun des personnages, pour que chacun ait un petit truc un peu son grain à moudre, et ensuite le partager avec les autres joueurs, s'ils le veulent, parce qu'ils ne l'ont pas fait, avec les personnages quand ils se retrouveront pour le troisième scénario. Encore une fois, je trouve que les conditions sont assez arbitraires. Je les comprends, hein, c'est évident, mais donc, moi j'ai préféré panacher et en donner un petit peu à tout le monde, sachant qu'à chaque fois dans ces vignettes, on vous demande des jets. Donc de toute façon, vous pouvez lancer la vignette. Il n'est pas sûr que si vous n'avez pas le niveau, vous ne faites pas le bon jet, ça n'ira pas plus loin. Par contre, ça peut avoir des résultats assez intéressants. Je vais vous donner très rapidement les différentes vignettes. Donc la première, c'est si vous avez cherché
à avoir des informations durant le prélude, donc durant le premier chapitre, sur la personne qui vous engageait, donc l'agent Clove, potentiellement vous pouvez retrouver sa piste et savoir connaître son vrai nom. En gros, c'était l'agent de Delta Green qui était. Attention, je vais spoiler, hein, évidemment, je vais spoiler énormément. Donc l'agent Clove était en fait une agent de Delta Green, donc on rappelle, hein, qui a perdu toute sa cellule durant donc ces deux agents durant une attaque contre les Skopsi, donc enfin contre la mafia russe en fait, donc qui était la protection des Skopsi. Ça s'est très mal fini, c'est comme ça qu'elle a récupéré le document, c'est comme ça qu'elle a su à propos de Count de Copia House. Donc vous pouvez chercher là-dessus. Vous apercevez qu'en fait elle est partie vivre en Chine, que c'est une professeure, je ne sais plus, d'anthropologie, qu'elle a divorcé, qu'elle s'est retrouvée seule, que son mari et sa gamine sont partis dans leur coin, ont changé d'identité, et elle est revenue plus tard, en ayant perdu son emploi à une université chinoise, et sa trace disparaît. Mais au moins, ça vous donne des premiers éléments qui seront assez importants pour la suite de l'histoire. Une autre piste qui est très intéressante, donc c'est évidemment, vous pouvez continuer à enquêter sur les gens qui sont morts, donc les autres membres de la cellule C, donc notamment l'agent Hall, qui était un mec du FBI, pour savoir un peu les circonstances dans lesquelles ils sont morts. Ça vous permet grosso modo de brosser le début de l'histoire, savoir que Clove a voulu venger ses petits camarades, parce que ses petits camarades se sont fait tuer dans une espèce de grosse attaque où ils sont tombés sur des mafieux des Skopsi. Et c'est là où ils ont récupéré le gros document avec des traces de sang et toutes les images pas fun, donc ce que j'appelle le dossier Hello Kitty, qui lance les PJ sur la trace en fait, de la campagne. Ensuite, vous pouvez aussi analyser si vous avez pris le document, la personne qui a analysé le document peut commencer à regarder les traces qu'il y a dessus pour trouver une trace génétique sur un mafieux russe, en fait, un agent du KGB qui a tourné Cossack, donc qui est venu aux États-Unis, qui bosse, en fait, qui est un agent pour le FBI et la CIA, qui en fait a des liens avec les Skopsi et protège les Skopsi par des connexions avec la mafia russe. Donc si vous faites ça, ça peut très mal se finir. Et il y a un moment, le programme, enfin, où le FBI vous dit lâchez l'affaire, parce que c'est encore un de nos atouts, et on veut pas, alors qu'il a 80 ans, c'est un de nos atouts, donc laissez-le tranquille. Mais ça vous commence à avoir le lien avec les Skopsi. Évidemment, la vignette qui est la plus intéressante moralement, c'est poursuivre la trace des Skopsi. Donc en gros, si vous avez récupéré le PJ qui a récupéré le carnet de notes de la babouchka, donc de la sorcière de Shubnaigurat, des Skopsi à Cornucopia House, peut l'analyser, le lire, et en gros c'est à la fois un livre de cuisine, donc avec des sorcelleries, donc c'est un grimoire classique du mythe, mais c'est aussi un endroit où Yelena a mis toutes les choses qu'elle n'aimait pas par rapport au Skopsi, parce qu'elle avait l'impression de vieillir, qu'on lui refusait le secret pour être immortel, et c'est la raison pour laquelle elle torturait les gosses, c'est parce que ça lui permettait de faire des rituels dégueulasses, et ça va entraîner une suite dans la troisième chapitre, que en fait elle s'est fait piquer des icônes et des artefacts par la base, le pouvoir des Skopsi, qui est basé pas très loin à Chesapeake. C'est quoi? C'est Moscow on the Chesapeake. Donc le Chesapeake, c'est une grande rivière qui borde, je crois, le Maryland, l'État de Washington, enfin qui descend. Et il y a une petite ville en fait là-bas où les Skopsi, enfin dans le bouquin vous permet de comprendre que les Skopsi ont leur base dans une basilique russe qui est en fait dédiée à la mer Noire, donc l'Alma Mater, truc maléfique, incarnation de Shub-Niggurath. Donc les joueurs après, enfin le joueur qui authentifie, qui est capable de traduire ce bouquin, et si tu le fais, le joueur l'a utilisé, l'a fait par un étudiant, parce que c'était un prof, donc il l'a fait par un étudiant d'université. Le gamin a fini dépressif et suicidaire, parce que c'est quand même assez serré. A décidé, donc on vous propose un choix. On vous dit, soit vous le faites vous-même, donc en fait vous menez un assaut contre les Scopsis, qui est très déconseillé, mais surtout qui est très compliqué à jouer, parce que ça vous fait. C'est un scénario qu'il faut que vous inventiez, c'est pas confus dans la campagne. Donc c'est à vous d'inventer si vous le faites, de tout inventer, ça peut être très compliqué et très mortel évidemment. La deuxième solution, c'est d'amener ça au programme. Et ce à quoi le programme va vous dire très cruellement, mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'un culte de gens qui sont castrés, composé essentiellement de vieillards et à peu près d'une dizaine de personnes. On s'en fout concrètement, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus rien, donc laissez-les tranquilles. Et la dernière option, la plus rigolote, c'est évidemment d'avoir, par votre enquête préliminaire sur l'agent Clover, donc ça commence à faire beaucoup de si, hein, par l'agent Clover et la connexion avec Hall, potentiellement vous faire un jet assez mastoc de criminologie pour rentrer en contact avec des gens de l'ancienne conspiration, et à ce moment-là, leur filer les informations sur les Scopsi. Et ce qui se passe, c'est que
ça fait une bataille absolument monstrueuse, ils arrivent, ils crament tout, tout le monde meurt, enfin c'est un cauchemar. Donc vous perdez la santé mentale parce qu'en gros, tout le monde est mort, ça a été une opération catastrophique, mais vous en gagnez un petit peu aussi parce que les Scopsi ont été tués. Et les Scopsi meurent, enfin les Scopsi sont détruits officiellement dans la timeline de Delta Green. Donc en gros, vos joueurs, enfin votre joueur est la personne qui a déclenché la fin des Scopsi. Donc ça c'est assez cool, je trouvais. Dans tous les cas, si les joueurs ne le font pas, vous pouvez le déclarer parce que c'est dans la timeline officielle. C'est aussi l'occasion d'apprendre des rituels, parce que mon joueur il a fait ça, il a dit oh, c'est cool, il y a plein de sorts super cool pour retirer, enfin faire perdre la mémoire aux gens. Bon, il n'a pas pris les trucs les plus gore qui servent à rien sur vraiment des rituels invoquer un sombre rejeton de Shunegourat, il a évité. Mais il a pris quand même quelques sorts, il a bien pris cher sur la santé mentale, d'autant plus qu'il a fait une autre enquête dont je vais parler, une autre vignette spéciale dont je vais parler un petit peu plus tard. Mais c'était l'occasion aussi d'apprendre quelques sortilèges qui sont des sortilèges très très violents, d'autres moins, mais la magie reste quand même extrêmement onéreuse parce qu'on perd de la sanne quand on étudie le bouquin, on perd de la sanne quand on apprend le sortilège, et on perd de la sanne quand on lance le sort. Donc ça peut aller très très vite, et ça a commencé à faire beaucoup. Sinon, au niveau des vignettes, donc il y a un autre. Donc vous pouvez. C'est là où ça devient. On rentre vraiment dans le cœur de la campagne. C'est que certains de vos joueurs vont avoir une vignette où des étranges capacités s'activent. Il y en a un, par exemple, il va se coucher et durant la nuit, il a une sorte de vision cosmique où il a l'impression de voir que. Il voyage à travers le temps et l'espace pour aller vite et il voit la structure même de l'univers bah, euh, où il voit une sorte il voit Azathoth concrètement qui grossit, qui gonfle, la création perpétuelle. Il sent quelque chose et en fait son corps est pris de spasmes, il commence à avoir des douleurs et des hurlements au milieu de la nuit, donc c'est très sympa pour sa femme. Et il débloque une sorte de pouvoir que vont avoir tous les PJ qui s'appelle l'appel. Et l'appel, c'est un moyen pour l'entité qui a marqué les joueurs durant le premier scénario. Rappelez-vous les animaux qui griffent vos personnages, c'est important. D'avoir des rêves prémonitoires. Et donc ça veut dire que si jamais vos joueurs sont complètement paumés, ils peuvent avoir des rêves prémonitoires qui leur bouffent de la sanne, qui sont à moitié incompréhensibles, mais qui peuvent les orienter par des sensations primaires sur la voie à prendre pour le scénario. Personnellement, je trouve que c'est pas très utile parce que la campagne est quand même assez dirigée. Je dirais pas dirigiste, mais c'est assez simple d'aller où on veut. Donc, à moins que vous lui rajoutez un peu une surcouche prophétique avec des rêves, c'est pas hyper utile, mais ça montre encore une fois le piège de violence et d'impuissance dans lequel sont pris les joueurs. L'autre pouvoir, c'est un autre de vos joueurs durant une opération Delta Green, durant cette période de temps, ressent le surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a une odeur olfactive extrêmement puissante vis-à-vis d'une créature ou d'une personne qui a été marquée, donc ça peut être juste rien, ça peut être juste un sortilège, par le surnaturel. Et cette odeur est insupportable, très très forte, et le personnage doit résister contre des pulsions de meurtre parce qu'il a très envie de trucider la personne qui est marquée par cette odeur. Donc perte de sanne si c'est pas quelqu'un que vous abattez. Euh, et il y a un troisième pouvoir que techniquement vous débloquez pas durant les long years, mais qui va arriver, c'est que si jamais un de vos joueurs est blessé et au bord de la mort, en fait il meurt pas. Donc il a ses tripes à l'air, mais il lui reste toujours un des 6 points de vie donc ça ne marche pas éternellement, ça marche une fois, mais ça veut dire que votre joueur survit à quelque chose qu'il ne devrait pas et se met à régénérer de manière extrêmement étrange. Alors attention, c'est pas un gros pouvoir, c'est pas Wolverine, hein, ça marche qu'une fois, et c'est plus horrible qu'autre chose, puisque en gros ça marche que temporairement, c'est comme une sorte de rage de berserker. Et ça, c'est des pouvoirs qui émanent de on ne sait où, donc il y a une autre vignette spéciale, hein, qui est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre les marques, les griffures, comprendre le comportement étrange, notamment de Mr. Throb, donc l'espèce de chien qui vous suivait à Cornucopia House, et comprendre ce qui se passe. Et là, en gros, vous avez 3 pistes. Vous avez essayé de trouver, d'un point de vue physique, ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau physique, mais je parle de physique ou physique quantique qui se passe, qui pourrait expliquer ces phénomènes étranges, de l'entropie par exemple. Vous avez la possibilité de fouiller au niveau occulte ou dans l'histoire en fait ancienne sur est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des choses comme ça où des gens ont été marqués par des animaux, les animaux ont eu des comportements étranges récents. Donc ça peut être plutôt histoire, et là on part sur 19e siècle, 20e siècle, et ancien.
où là c'est plus de l'occulte, voire du supernaturel, du contre-nature, pour comprendre un peu, est-ce qu'il n'y a pas eu des cas où les animaux se sont comportés de manière étrange, où des gens ont été marqués rituellement, et d'étranges coïncidences prenaient place. Donc, on est toujours sur une période de 15 ans. Et moi, c'est le même, donc c'est le joueur qui avait fait l'enquête sur les Scopsi, qui était anthropologue, donc il a commencé à fouiller là-dedans, il avait 80 ans d'occulte, donc il a réussi tous ses jets. C'est là où moi j'étais un peu perdu parce que le scénario vous propose dans les vignettes d'enquête, de recherche, vous dit bah ça c'est si vous faites une première recherche, c'est ça que vous trouvez. Si vous avez réussi la recherche, vous pouvez en faire une deuxième et vous trouvez ça. Et si jamais vous ratez le jet, bah, ça s'arrête là, vous n'en apprenez pas plus. Et moi, le joueur a tout réussi parce qu'il avait 80% d'occulte, donc il n'y avait aucune raison. Je lui ai tout dévoilé. Il ne l'a pas partagé avec les autres joueurs, donc bon, bah, ça c'est son problème. Mais c'est là où je sais pas trop. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, ça se passe quand même sur 15 ans. Il est normal que la personne, si elle réussit ses jets, qu'elle est extrêmement compétente, elle continue en fait durant ces 15 années à avancer. Alors à chaque fois, je lui ai dit, tu peux arrêter là, hein, parce qu'il y a aussi des pertes de santé mentale qui se font à chaque fois, jusqu'aux grandes révélations. J'avais pas de physicien, donc ils ne sont pas allés dans ce sens-là. Je vous explique le cœur de la campagne, parce que ça dévoile, ça spoil quasiment toute la campagne si vraiment vous faites toute la recherche. Le joueur n'a pas tilté sur tout, je crois, il n'a pas voulu partager, mais je suis pas sûr qu'il ait réalisé vraiment ce qui se passait. Mais c'est quand même, quand on est MJ, c'est on ne peut plus clair. Donc l'idée, c'est que en fouillant dans l'histoire occulte du monde, on s'aperçoit que durant l'Égypte antique, il y avait des prêtres sanguinaires enfin, il y avait des espèces de tueurs à la solde d'une déesse qui était Bast, ou Bastet, ou Sekhmet, c'est vous qui interprétez, qui allaient souvent sauvaient des enfants de crimes ritualistiques qui étaient effectués par une autre branche du culte qui était des prêtres de Bast. Donc en gros, les prêtres de Bast torturaient des gamins durant l'Égypte antique pour appeler des tueurs qui étaient eux aussi au service de Bast, qu'on appelait les crocs. Les crocs arrivaient, tuaient les prêtres, sauvaient les enfants, et les enfants, devenus adultes, devenaient les nouveaux prêtres, recommençaient le cercle ensuite et ensuite pour appeler les crocs à chaque fois. Et l'idée essentielle, c'est que les crocs sont un proxy qui est utilisé par la déesse Bast pour se nourrir. La déesse Bast est définie au tout début comme une déesse plutôt sympa, mais plus le joueur va fouiller, plus il va s'apercevoir que Bast en fait est une déesse de violence, qu'elle est toujours appelée dans les conflits où il y a des surnaturels, et c'est là où les crocs s'illustrent. Donc notamment, il y a toute, si vous êtes un masquiste convaincu comme les Denis des Twiller, vous verrez qu'en fait on vous dit que par exemple, durant l'émergence, il y a une grande bataille contre le. Alors, il faut que je retrouve le nom. Euh, il y avait un puissant sorcier qui s'est battu contre le pharaon noir, qui a dirigé pendant un temps l'Égypte, qui était un Amenhotep. Et ce grand prêtre, enfin ce grand sorcier, a fait appel justement à ce culte complètement fou de Bast, donc aux crocs pour l'aider. Et les crocs arrivaient pour se battre contre les forces de Amenhotep, du pharaon noir, pour tuer tout le monde parce qu'ils étaient marqués par le surnaturel. Et il y a cette idée-là que, en gros, les crocs sont des guerriers choisis de Baas pour aider Baas à se nourrir en massacrant des gens ou des créatures qui ont été marquées par le surnaturel. Évidemment, ça se finit toujours mal pour les crocs, puisque les crocs finissent toujours par être détruits par le surnaturel ou même dévorés par Bast, parce qu'en fait, eux-mêmes deviennent marqués par le surnaturel, et donc s'ils meurent, Bast se nourrir. Donc ils peuvent être tués par d'autres crocs, et le cycle continue. Donc c'est une extrême perversité. Et en fouillant vraiment dans le côté occulte histoire du monde, on s'aperçoit que Bast, concrètement, est une entité qui a été invoquée durant l'époque atlantéenne. Donc rappelez-vous, hein, dans l'Hyperborée, la vieille mythologie développée par Lovecraft et aussi par Howard. Et pour lutter contre, pour aller vite, pour lutter contre les créatures venues des mers, donc les profonds, les larves stellaires de Cthulhu, Cthulhu et tous ses potes, les Atlantéens ont invoqué ont appelé une sorte de créature ou d'entité puissante qui luttait contre le surnaturel, mais au prix de gens qui étaient marqués par son destin, enfin qui étaient marqués par le destin, et en fait la nourrissaient. Donc c'est une sorte de pacte avec le diable qu'ils ont fait, sauf que le diable, encore une fois, n'a pas de conscience. On vous dit bien que ça c'est un peu curieux. Bast a une incarnation qu'on pourra avoir dans la campagne, qui peut même parler aux joueurs, mais essentiellement Bast c'est une espèce de force cosmique, d'entropie, qui se nourrit
non pas de l'entropie, donc c'est pas juste « Ah, mystérieuse coïncidence, vous vous faites tuer et elle se nourrit », c'est « Elle se nourrit à travers des proxys qui eux-mêmes doivent tuer des gens marqués par le surnaturel ». Et on vous dit que Bast était adoré avait un contrôle sur les animaux et les enfants. Et que pour Bast, les animaux et les enfants, en tant qu'ils n'ont pas appris à parler, sont concrètement la même chose. Vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si mon joueur a rien dit, mais et je ne sais pas s'il il a vraiment tilté, puisqu'il y a un moment aussi, on vous force quasiment une révélation, c'est-à-dire que si vous avancez trop loin dans la physique de Bast ou dans l'histoire ancienne de Bast, votre personnage tilt, il y a un jet de san à faire, et là vous perdez beaucoup de san et vous gagnez l'inconcevable, où vous réalisez en fait que le monde n'est que l'engeance, en grosso modo, de forces créatrices qui sont Azathoth, Shub-Niggurath, et que Bast est une sorte de parasite ou de créature, en fait, qui se nourrit quelque part de bouts d'entropie qui sont laissés par l'entrechoquement de ces puissances créatrices. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas qu'elle est dans la consistance même de l'univers et qu'on ne peut pas vraiment y échapper. Et ça fait très très mal à la santé mentale. Donc le joueur a plutôt bien réussi, il a perdu beaucoup de santé mentale, mais il s'est débrouillé pour. Il est pas encore il est juste à son point de rupture, mais il a quand même grave morflé. Et si vous étudiez l'histoire récente de Baas, donc si vous étudiez la physique de Baas, c'est concrètement ce que je viens de vous dire, mais au niveau d'études physiques. J'avais aucun joueur qui l'a fait, donc je n'y ai pas trop touché. Et le dernier élément que le joueur n'a pas fait, c'est sur l'histoire récente. Et c'est là où ça devient très intéressant, puisqu'en gros, on vous donne des événements récurrents de crocs de Bast, donc des God's Teeth, qui ont fait le même job que vous, qui ont, au cours des 2 derniers siècles, donc ça peut être en Malaisie, ça peut être en Russie, ça peut être à travers le monde, qui ont massacré des gens, qui torturaient des enfants, avant généralement de mourir dans des conditions atroces. Et à chaque fois, on vous dit que les animaux avaient un comportement étrange, ce qui note la présence de Baast, des enfants qui ne parlaient pas, pareil. Et l'élément peut-être le plus intéressant, c'est évidemment que l'une des premières personnes qui a noté ce type d'événement, c'était en Inde au 19e siècle. C'était un officier britannique qui est en fait le père de Saki. Et Saki, si vous connaissez, c'est un très très grand écrivain indo-britannique qui a écrit notamment beaucoup de poèmes et de petites histoires. Et une de ses histoires les plus connues, c'est Srinivastar. Et Srinivastar, ça raconte quoi? Ça raconte un gamin qui, pour se venger de ses parents, invoque une entité extrêmement punitive et monstrueuse qui a la forme d'un ferret, donc comment on appelle ça? Un furet. Et le furet commence à massacrer ses parents. Donc vous commencez et ça c'est et la plupart des noms de chapitres, donc Goforth, Redfort, Long sont des mots qui sont extraits de ce poème. C'est un poème et moi c'est rigolo parce que c'est un poème que j'avais étudié en première année d'anglais quand j'étais à la fac il y a très très longtemps. Donc tout est lié évidemment. Et c'est là où c'est très curieux parce que la réaction de mon joueur, enfin faudrait que je lui redemande, mais à aucun moment, quand il a recontacté les autres joueurs, il a dit Ah, au fait, vous savez, les gars, ça ressemble vachement. Je connais beaucoup de choses sur l'entité qui essaie de pourrir nos vies. Parce que vos joueurs sont marqués par Bast et sont destinés, sont déjà en fait des crocs de Bast et sont destinés à nourrir la déesse jusqu'à leur mort. Et ils n'ont aucun choix là-dessus. C'est ça la terreur en lisant l'historique, et évidemment en lisant la campagne, c'est que vos joueurs ont une sorte d'illusion du libre arbitre où la seule solution qu'ils ont concrètement, c'est de se tirer une balle dans la tête pour éviter justement de nourrir ce cycle dont on va encore reparler parce que ça va monter, monter, monter jusqu'à la fin de la campagne. Mais c'est quelque chose qui peut être assez amer, je pense, pour les joueurs. J'ai l'impression que donc, pour l'instant, j'ai qu'un seul joueur qui a fait toute cette enquête-là et donc qui sait concrètement qu'ils sont manipulés par Bast, mais il l'a dit à personne et je ne sais pas s'il réalise vraiment ce qui se passe, ou bon, il se dit je garde ça dans un coin. Enfin, je lui demande personnellement parce que c'est vrai que j'aurais dû faire ce travail de MJ, mais on est quasiment à la fin du 3e scénario et pour l'instant il a rien, il a jamais fait. Au fait, les gars, vous savez, c'est pas un hasard si on est tous ensemble, c'est pas un hasard si on passe notre temps à traquer des créatures surnaturelles. Il y a une condition et probablement qu'on s'en sortira pas vivant. Sachant que la santé mentale commence à être compliquée parce que moi j'en reparlerai, mais les pouvoirs de base, notamment l'odeur, est extrêmement forte et extrêmement violente et peut provoquer des problèmes. Et j'ai un joueur sinon qui avait récolté le liquide noir qui était présent dans la babouchka, donc une sorte
d'excrétion de Shub-Niagurath qu'il a commencé à tester. Et quand il a commencé à voir que le liquide était plus ou moins vivant, il a fait oula. Il l'a très bien verrouillé, il l'a mis dans une boîte. Il a dit j'y touche plus. Et c'est assez rigolo parce que ça va revenir en jeu, mais d'une autre manière, dans le troisième scénario. Et c'est pas quelque chose qui était préparé dans le scénar, donc c'est quelque chose qu'il avait spécifié à la fin. Il avait dit voilà ce que je fais à la fin du premier scénar. Donc vous avez aussi des vignettes potentiellement à inventer vous-même selon ce que font vos joueurs, mais ça vous savez faire. Une fois que vous avez toutes les informations sur la campagne, c'est pas très compliqué d'inventer, sachant que beaucoup de recherches qui sont faites durant The Long Years, donc le chapitre 2, seront utiles ou seront redécouvertes en fait dans le chapitre 3, puisqu'on va revenir sur l'enquête qui s'est passée. Donc Long Years, c'est assez tricky. Encore une fois, c'est assez difficile à gérer parce que il y a la question des vignettes. Donc, si vous jouez vraiment stricto sensu, les vignettes, comme on vous dit, en disant bah, est-ce que tu as, un bon score, est-ce que tu as un machin, est-ce que tu as un truc, ça peut être un peu compliqué. Vous êtes des joueurs qui peuvent passer à côté de certaines choses, des joueurs qui ont moins de compétences que les autres, donc c'est pas très marrant. Surtout si, comme moi, vous jouez pas trop le côté vie au foyer, enfin, que c'est pas vraiment ce qui vous botte, tout simplement. Il y a des choses assez intéressantes, c'est assez violent parce que, encore une fois, je disais où est-ce qu'on s'arrête sur les révélations. Parce que si vous avez des joueurs qui sont, et dans Delta Green, on est toujours spécialisé, donc on a toujours dans nos meilleures compétences 70 ou 80%, il est sûr que le joueur va réussir beaucoup de ses jets. Donc moi j'ai choisi, c'est mon instinct, hein, mais j'ai choisi de tout révéler parce que je suis parti du fait que ça durait pendant 15 ans. En plus, il y a une des révélations où on vous dit ah bah ce serait beaucoup plus simple si vous alliez voir le grand musée du Caire pour comprendre lire les tablettes sur Sekhmet et Bast. Et je me suis dit, attends, en 15 ans, un anthropologue qui bosse à l'université, il a forcément un moment où il peut y aller, je sais pas, avec sa famille ou pour un congrès. Je sais pas, mais donc c'est pour ça, ça me semblait pertinent que c'était logique dans la lignée temporelle que l'essentiel des recherches se fasse là. Surtout tant que ça réussit, bah, autant continuer, hein. Et encore une fois, je n'ai pas forcé le joueur. Je lui ai dit, tu sais que si tu continues, peut-être que enfin, tu vas pas aimer ce que tu trouves. Donc il m'a dit, non, t'inquiète pas, je continue. Mais lui, il est assez bas. Ouais, il va en avoir un peu pour son argent, je pense. En tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire sur The Long Years, donc qui n'est pas vraiment un chapitre, j'ai triché, hein. C'est plus une succession de vignettes qu'il appartient à vous d'orienter pour que tous les joueurs s'y retrouvent ou aient des choses à faire, tout en faisant monter en gamme l'impression atroce que le destin se ligue contre eux, avec des éléments très forts sur l'identité de l'entité qui manipule leur vie, si vous le souhaitez. J'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, il faut vraiment lire et relire. Il y a un type qui avait vraiment fait un excellent sujet là-dessus sur Reddit, sur que vous compreniez la nature de Bast. En gros, que ça soit une créature, une force, une particule, j'en sais rien, qui utilise des gens pour que ces gens tuent des humains, des monstres, des choses qui ont été touchées par le surnaturel, donc une odeur. Quand ces choses-là sont exécutées par ces crocs, donc les Gold Steve, elles gagnent de la satisfaction, elles se nourrissent. Et au fur et à mesure, donc les crocs de Bast deviennent eux-mêmes des cibles, en devenant fous par exemple, pour les autres crocs. Et donc deviennent une nourriture supplémentaire, une sorte de dessert pour Bast. Et l'idée principale, c'est que tout ce qui vous arrive par la volonté de Bast, qui est cette force cosmique, et vous ne pouvez pas y échapper, ou alors vous foutez une balle dans la tête. Ce qui est un classique Lovecraftien. Et on va en reparler, mais le but du méchant, comme les prêtres de l'ancien temps, c'est de créer des nouveaux crocs, sans cesse, et de recréer un cycle sans arrêt de brutalité envers les enfants grandissent, deviennent des prêtres, appellent les crocs, sont tués par les crocs, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Ça, c'est le cœur. C'est vraiment le cœur de la campagne en 2 phrases. C'est que ça, je vais en reparler, on va en reparler tout du long, puisque après, il y aura les explications plus pertinentes par des PNJ. Et vous inquiétez pas si les éléments sur Clover ne sont pas dévoilés, vous finissez par les avoir d'une façon ou d'une autre. Donc, The Long Years, c'est quelque part un prélude que vous pouvez plus ou moins agrandir sur toute la finalité de la campagne, qui vous sera encore répétée, hein. Tout ce que je viens de vous dire vous sera répété, amplifié, déformé de la bouche des PNJ. Mais c'est juste que là, si c'est vous qui prenez l'ascendant et faites des recherches en amont, ça augmente quelque part l'horreur, parce que bah, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que vous faites avec ce savoir? Est-ce que vous le partagez avec les autres joueurs? Est-ce que vous le gardez pour vous? Ou est-ce que vous faites pas attention, et puis à un moment, durant le jeu, vous faites « Ah mince, ça me rappelle ça ». C'est pas mal.
Après, pour moi, la vraie question, c'est fixer les limites. C'est comment vous arrangez les vignettes, comment vous donnez plus ou moins de grain à moudre aux joueurs. Est-ce que vous évitez l'écueil que moi j'ai connu en club, où en gros, on donne trois quarts des infos à un joueur, et puis bah, démerde-toi avec les autres, et les autres, ils attendent de regarder le train passer. Ce qui est pas du tout ma façon de faire du jeu de rôle. Donc je préfère faire des entorses au système pour que tout le monde s'amuse et tout le monde ait des éléments plutôt que juste suivre en fait un peu les règles et puis en fait laisser des gens sur le carreau. Je trouve que c'est toujours c'est vraiment ma règle d'or en jeu de rôle, c'est ne jamais laisser des gens sur le carreau, toujours respecter les choix des joueurs et puis les forcer à assumer leurs choix quelque part, mais en leur donnant le maximum d'informations. Donc en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur Longueuil. Ça sera plus linéaire, c'est très difficile d'en parler, mais ce sera plus linéaire sur le troisième scénario qui lui reprend un peu la manière classique de Goforth. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée très embrumée. Allez, salut!